Bonjour, je suis Fabrice Vera, entrepreneur de la tech. J'ai créé les rendez-vous de la tech avec Forbes pour partager ma passion des technologies. Et au travers de rendez-vous, nous allons découvrir les technologies qui vont changer votre quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler de crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est quelque chose de très compliqué pour moi. C'est des banques de données avec de l'argent qui n'est pas réellement réel, défini par rapport à certaines données que je ne saurais pas expliquer. C'est une valeur d'échange, voilà, en ligne. J'ai l'impression que c'est une affaire de spécialistes entre eux. Alors on verra quand ça entrera dans ma vie. Alors les crypto-monnaies vont-elles entrer dans notre quotidien? Ce sont des monnaies virtuelles complètement indépendantes des banques qui permettent de faire essentiellement des investissements. Est-ce qu'on peut investir dans les crypto-monnaies? Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Pour en savoir plus, j'ai donné rendez-vous à un trader en crypto-monnaies. Thibaut, est-ce que tu peux me définir simplement qu'est-ce que la crypto-monnaie et la blockchain? Bien sûr. Aujourd'hui, la blockchain, très simplement, c'est une technologie de transmission et de stockage de l'information qui a été créée donc en 2009 par Satoshi Nakamoto à la suite de la crise des subprimes. Depuis, on a eu une émergence très rapide des différentes blockchains, la plus connue aujourd'hui étant Ethereum, qui ouvre des nouvelles possibilités au niveau financier et surtout au niveau de la transparence de l'information et de la transparence des flux financiers. Techniquement, comment marche la blockchain? Donc, comment fonctionne la blockchain? Très simplement, ce sont des cartes graphiques qui vont tourner quotidiennement pour venir résoudre des équations cryptographiques et donc valider ce qu'on appelle des blocs pour derrière directement en fait proposer à la blockchain de valider les blocs et donc d'avoir ce fameux suivi des transactions et donc cette transparence totale. Et donc là, aujourd'hui, sur CoinHouse, vous conseillez des entreprises? Exactement. Moi, personnellement, aujourd'hui, je suis sur la partie entreprise. Donc, j'accompagne des groupes de toute taille, ça peut aller de la PME à des groupes du CAC 40, sur un investissement en crypto-actif et donc sur une diversification de trésorerie. C'est des investissements qui vont de combien à combien? Alors, en moyenne, le ticket moyen, ça va être de 100 000 euros. Et ça peut monter à plusieurs millions et ça peut descendre sur des tickets un peu plus minimes pour des PME à 20-25 000 euros. Donc il y a des PME qui confient 100 000 euros d'investissement sur de la crypto-monnaie. Exactement, dans une optique de diversification de trésorerie. Donc soit sur du court terme pour effectivement aller chercher de la performance sur quelques mois ou alors sur du très long terme parce qu'il y a un excédent et parce que l'entreprise tourne bien. Et quelles ont été vos meilleures performances par exemple? Alors nos meilleures performances, clairement, elles ont été en 2020-2021 sur le marché très haussier qu'on a eu. On parlait de performance en tout cas de 400 à 800% sur les portefeuilles. Donc, effectivement, donc pour 100 000 euros, je pouvais récupérer 800 000 euros à cette période. Exactement, on a eu des très très belles histoires, de personnes qui sont rentrées en 2018-2019 avec 100 000 euros et qui sont ressorties effectivement en 2021 avec des montants colossaux et forcément parfois plus d'un million. Quels sont les risques pour les entreprises, pour les particuliers, parce qu'on est sur un marché très volatile? C'est un marché aujourd'hui qui est clairement risqué. Premièrement par la volatilité très importante des cours. On sait qu'aujourd'hui on est sur le marché, en tout cas sur l'actif, qui bouge le plus en termes de fluctuation de prix quotidiennement et même en général. Donc oui, c'est effectivement un écosystème qui est risqué. Qu'est-ce qu'on peut voir comme arnaque? Quels sont tes conseils? Alors aujourd'hui on est sur un marché malheureusement qui n'est pas encore assez régulé, clairement. On sait que ça arrive notamment avec les lois européennes MiCA qui viennent à encadrer vraiment tout cet écosystème crypto. Donc vous avez encore beaucoup d'influenceurs crypto ou de groupes crypto qui existent et donc forcément qui proposent des choses pas forcément pertinentes. Le premier conseil en tout cas pour éviter ce genre d'arnaque, c'est de prendre du recul et de se dire ok, l'offre qu'on me propose est-elle intéressante? Quelles sont les performances réalisées? Est-ce que sur du long terme c'est des choses qui sont atteignables? Premièrement. Deuxième chose, c'est de comprendre si l'équipe derrière le produit est anonyme ou pas. C'est un vrai point. Si elle est anonyme, il ne faut surtout pas y aller. Il faut faire attention. Et est-ce qu'on a aussi des pyramides de Ponzi sur la crypto? Alors effectivement, aujourd'hui, ça peut arriver. Clairement, on a des nouvelles cryptos qui sortent quotidiennement. Donc c'est possible effectivement qu'on ait des cryptos qui ne sont pas forcément intéressants d'un point de vue fondamental, où derrière, les créateurs vont partir potentiellement avec la caisse. Et donc, des investisseurs vont se retrouver lésés parce qu'ils vont rentrer trop tard et en fait, les premiers rentrés vont sortir avant les autres. Maintenant, l'important quand vous investissez en crypto-monnaie, ça va être de passer par des acteurs régulés, notamment avec le statut PSAN, donc prestataires de services en actifs numériques, qui eux vont faire le travail pour les clients de filtrer les cryptos qualitatives en tout cas du marché, pour aussi protéger les clients sur leur investissement crypto. Le but c'est vraiment d'être encadré pour commencer cette activité-là, en tout cas quand on est novice sur le marché. Alors, les crypto-monnaies sont-elles une monnaie d'avenir? Est-ce qu'on fera un jour nos achats en Bitcoin ou en Ether? Pour le savoir, j'ai donné rendez-vous à Eric Larchevêque, le cofondateur de Ledger et CoinHouse.
Bonjour Eric, merci de nous recevoir. Bonjour Fabrice. Comment tu as découvert le Bitcoin, enfin la crypto-monnaie? Alors, c'était le Bitcoin parce qu'à l'époque, il n'y avait que ça. On parlait vraiment du Bitcoin et son sous-jacent, la blockchain, mais ça restait quand même le Bitcoin. C'est tout simplement, j'avais mon troisième enfant et je venais de vendre l'entreprise et j'avais du temps. Et pendant que je le berçais, j'essayais de le calmer un petit peu, j'avais mon téléphone et je me suis dit, tiens, allez, je vais essayer de comprendre ce qu'est le Bitcoin. J'avais entendu parler pas mal de fois. C'était quelle année? C'était 2013. 2013. Et personne n'en parlait vraiment. Et je voulais comprendre, parce que pour moi, une monnaie virtuelle, ça me paraissait complètement bizarre. Je me dis, c'est quoi cette arnaque? Je veux comprendre. Et j'ai lu tout ce que je pouvais et j'ai mis des semaines avant vraiment de comprendre. Et au bout d'un certain temps, ça s'est illuminé dans ma tête et je me suis dit que c'était une révolution qu'on ne pouvait pas rater. J'avais vu la révolution d'Internet, la révolution des applications mobiles. Et là, je me suis dit, c'est la révolution en fait, économique, monétaire, technologique. Il faut vraiment que j'y aille. C'est assez dingue. Donc, tu as mis de l'argent pour voir et ça a marché, ça t'a mis... parce qu'on était convaincus qu'il fallait être là, il fallait aller dans cet univers. D'accord. Quelles sont les différences entre le Bitcoin, l'Ethereum et les autres monnaies? C'est la techno qui fait la différence? Alors il y a des différences à la fois de technologie, puisque les blockchains n'ont pas forcément les mêmes styles de consensus ou de smart contract ou d'écriture. Il y a aussi des différences monétaires sur comment est-ce que l'inflation et l'émission fonctionnent. On a entendu les discours de Bill Gates qui dit que la crypto-monnaie n'apporte rien à l'économie. Oui. Ou Warren Buffett qui disait « je préfère investir dans 1% des fermes pour 25 milliards de dollars, mais j'achèterai pas tous les bitcoins pour 25 dollars ». Qu'est-ce que tu penses de ces positions? Je pense qu'ils ont raison jusqu'au moment où ils ont tort. C'est-à-dire que, et surtout, au même titre que des gens parfois comme Elon Musk ou d'autres vont être dithyrambiques sur les bitcoins ou les cryptos, je pense qu'il est important de ne pas prêter trop d'importance. Deux leaders d'opinion qui ont une très bonne vision du marché. Alors, ils ont une très bonne... Certes, c'est des personnes qui ont une énorme légitimité dans ce qu'ils ont fait, mais qui ne sont peut-être pas les personnes à même de pouvoir mieux commenter la révolution des cryptoactifs parce que, à mon avis, ils ne les comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils s'arrêtent à une vision assez limitée de ce qu'est un bitcoin en disant, bon là, c'est un truc... c'est un gadget, c'est un machin, ça n'a pas d'importance, ça ne joue aucun rôle. Ils ne veulent pas regarder en fait finalement l'ensemble de ce que ça peut apporter. Pour moi, la technologie est une révolution. Maintenant, c'est vrai que par rapport à un actif qui peut être un cours boursier ou un métal ou quelque chose de physique, là on est sur du dématérialisé complet. La plus grande erreur qu'on puisse commettre, c'est de considérer que le bitcoin repose sur rien, qu'il n'y ait pas de sous-jacent. Le dollar, il repose sur quoi? Il n'y a pas de sous-jacent, il n'y a pas de l'or, il n'y a pas du métal en dessous. Il repose sur la confiance dans les États, sur une économie sur la capacité des États-Unis de pouvoir finalement faire la guerre et de pouvoir imposer par la violence finalement le dollar en tant qu'étalon pour le pétrole, etc. Donc voilà, il y a des choses comme ça. Dans le Bitcoin, on retrouve la même chose, mais de manière différente. C'est-à-dire que le sous-jacent, ça va être la confiance de la communauté dans une économie, on va dire, alternative, et la croyance que la technologie étant suffisamment forte pour pouvoir garantir son fonctionnement, on peut faire confiance dans le Bitcoin et que collectivement, on pense que ce Bitcoin a une valeur future. Quel serait le cas d'usage qui permettrait que la technologie ou la crypto se démocratise beaucoup plus? C'est le citoyen lui-même, en fait, qui en tant qu'entité a le pouvoir de pouvoir imposer sa propre volonté et d'utiliser en fait cette monnaie. Là, on est vraiment dans une problématique de souveraineté personnelle et chaque personne peut réussir à imposer ses propres choix. Et là, c'est pas un État qui va imposer, c'est le citoyen qui va imposer. Pour toi, pourquoi le Libra de Facebook n'a pas réussi à se démocratiser? Parce que ça aurait pu être un vrai boost et un vrai accélérateur pour le marché. Je pense que si Mark Zuckerberg avait vraiment poussé le Libra et avait malgré toutes en fait, les demandes des États de ne pas le faire, etc., s'il l'avait fait, je pense qu'il aurait été tué par la CIA. Donc je pense qu'il est évident qu'une entreprise centralisée... Pourquoi tué par la CIA? Ça veut dire que... parce que la CIA ou un autre, mais je pense que la CIA aurait été un bon candidat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un État ne peut pas imaginer une seule seconde qu'une entreprise privée s'accapare la monnaie. Si à un moment tout le monde se met à utiliser le Libra, eh bien eux peuvent gérer le cours, ils peuvent imprimer de la monnaie, ils peuvent manipuler l'économie, ils deviennent finalement une première entreprise privée
à devenir une sorte de facto d'État. Ouais. Et ça, c'est inacceptable pour un État. Comment tu vois l'évolution de la crypto sur les prochaines années? L'évolution technologique va continuer, on continuera de voir de nouveaux projets, on continuera d'avoir des innovations avec peut-être des protocoles qui vont être plus rapides, qui vont proposer de nouvelles choses. Il y a ensuite l'avenir plus financier et monétaire des cryptoactifs, parce que tous les cryptoactifs ont une contre-valeur en euros, en dollars, et il y a beaucoup de spéculation, puisqu'on peut se les échanger, donc il y a des marchés boursiers qui sont créés, et il y a énormément de volatilité, et il y a des cycles. C'est-à-dire que depuis le début de Bitcoin, de 2009, on voit en fait des cycles où ça va monter, où ça va descendre. On le voit encore, hein, on était dans un cycle haussier il y a quelques mois, là on est dans un cycle baissier. Ouais. Je pense qu'on va être encore 18 mois, 24 mois de cycle baissier sur les cryptoactifs, parce qu'on est aussi dans un environnement économique qui n'est pas sensible. Du tout optimiste. Donc là, sur les 18 mois, on est dans une tempête. On est sur une tempête. Il y a des manques de liquidité sur les marchés. Et en général, quand on n'a pas de liquidité, on va vendre les actifs les plus risqués et les cryptoactifs en font partie. Et c'est pour ça que quand l'économie en fait se grippe, les cryptoactifs baissent. Mais il faut savoir en fait être patient, avoir de la résilience. Et c'est pour ça que l'un des plus gros conseils qu'on donne quand les gens veulent investir dans les cryptoactifs, c'est déjà investir que ce qu'on est prêt à perdre, et surtout ne pas investir plus que ce qui va nous mettre finalement trop mal à l'aise pour pouvoir résister dans toutes ces vagues, parce que si on a tendance à paniquer, on va faire des bêtises. Toi, tu penses que dans 10 ans, le Bitcoin vaudra combien ? Alors, c'est impossible de répondre à cette question. Mais pour moi, ce qui est certain, c'est que le Bitcoin sera toujours là, sera toujours peut-être un élément essentiel des cryptoactifs. Je ne pense pas qu'il sera remplacé par quoi que ce soit. Je ne pense pas non plus que le Bitcoin sera la monnaie de tout le monde et qu'on achètera sa baguette de pain en Ça, t'y crois pas. Comme le Bitcoin a quand même une volatilité très importante par rapport aux autres monnaies, dire que c'est une monnaie sur laquelle on peut se reposer pour faire ses échanges de tous les jours, voilà, c'est un peu utopique aujourd'hui, parce que si je suis payé en Bitcoin, un jour j'ai un grand pouvoir d'achat, un jour j'ai un petit pouvoir d'achat. Donc aujourd'hui, c'est quand même plus vu comme à long terme, en fait, un placement qui pourra résister justement à tous ces changements économiques, mais il faut garder ça à long terme. Les rendez-vous de la tech, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis pour ce premier numéro et j'espère que vous en savez plus sur les crypto-monnaies. On se redonne rendez-vous très vite.